place aux européennes et à l'analyse des résultats d'hier soir. On va essayer de sortir du débat un peu franco-français avec nos deux invités, deux experts de la chose européenne. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, bonjour. Bonjour. Et Loïc Tribolaspierre, délégué général du CEPR, Centre d'études et de prospective stratégique. Bonjour également. Bonjour. Et merci d'être nos invités ce matin sur Radio Classique. Qu'est-ce qui vous a l'un et l'autre le plus marqué dans ces résultats d'hier? Je le disais en se plaçant du point de vue européen, du point de vue global, Jean-Dominique Giuliani. D'abord un regret sur cette très forte abstention. Ouais, 57%. Qui s'accroît encore. Depuis 1979, première élection au suffrage direct du Parlement européen, qui montre bien que l'Europe, qui est un phénomène progressif, une construction progressive, n'a pas encore su révéler aux citoyens européens les enjeux de pouvoir qui sont en cause. Deuxième chose, un constat, victoire de la droite et du centre-droit en Europe. Je pense que face à la crise et malgré la crise, la droite est confirmée tant sur le plan national qu'au niveau européen, puisque je crois que globalement les partis de droite gagnent plus de 70 députés européens, ce qui est considérable, même si les groupes changent peu, oui, finalement. Les groupes vont être un peu différents. Il va y avoir un grand groupe conservateur, un peu plus à droite que le PPE, qui est de centre-droit. Et je pense que la gauche n'a pas su prendre la mesure, depuis la chute du mur de Berlin, d'un vrai débat gauche-droite sur les politiques européennes. On le voit particulièrement en France, où je crois la gauche socialiste est sanctionnée au profit d'écologistes qui ont su réconcilier et dépasser le pour ou contre l'Europe pour parler vraiment des politiques européennes, par exemple des politiques environnementales qui vont faire... Et dernier point, je dirais une satisfaction, parce que ceux qui ont voté de manière beaucoup plus pragmatique. Il s'agissait on le voit en France, mais on le voit aussi ailleurs, il s'agissait de désigner des représentants dans une assemblée parlementaire qui prend de plus en plus de pouvoir. Il ne s'agissait pas d'un autre débat présidentiel. Le MoDem est sanctionné parce qu'il s'est trompé de campagne. On dit que les partis qui n'ont pas fait campagne vraiment sur le thème des européennes ont été sanctionnés. Et le Parti socialiste a encore divisé entre pour et contre l'Europe, ce qui n'est plus intéressant. Les souverainistes, d'ailleurs, en France, n'existent plus à droite, même s'il y a une contestation d'extrême gauche, finalement très traditionnelle dans le pays de la Révolution française. Loïc Tribolaspierre, je vous vois prendre des notes, même analyse que Jean-Dominique Giuliani. Oui, alors sans doute de manière plus corrosive. Ce qui est très bien, c'est que au moins sur une chaîne de radio comme celle-ci, on va pouvoir parler enfin du véritable sujet qui est l'Europe. Force est de reconnaître que les professionnels, enfin ceux qui font métier de choses politiques, nous ont servi un plat qui n'était quand même pas de grande qualité. Ce qui fait qu'on est amené à dire, dans le fond, on est dans la croissance de la montée finalement de l'abstention. On n'est que dans la résultante tout simplement d'un discours qui a été assez fade. Alors j'en veux pour preuve un certain nombre de points. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu mobiliser ne serait-ce que les électeurs sur des vertus fortes? J'attire l'attention de vos auditeurs, on aime tellement l'Europe qu'on vote de manière éparpillée. Il n'y a pas de jour unique de vote en Europe. Imaginez, on prendrait le parti de faire ceci, symboliquement. J'ai aussi un chiffre qui est très éloquent sur le côté non professionnel des politiques. Un constat lors de la dernière législature européenne, savez-vous que sur les 785 personnalités qui composaient le Parlement européen, 120 leaders ont démissionné. C'est-à-dire démissionné? C'est-à-dire au cours de leur mandat? Au cours de leur mandat. Donc ceci n'est pas oublié. Alors il y a le fait effectivement, on peut être appelé soit au sein de la commission, soit sur des fonctions gouvernementales, mais le chiffre est quand même relativement éloquent. Ça c'est, je dirais, un élément qui est assez fort. Troisième élément, j'attire votre attention, on nous parle souvent de démocratie, et la démocratie impose rendre compte. Vous voyez du rendre compte de la part d'un député européen, on ne sait pas ce qu'ils font, c'est pas clair. Donc ce qui fait que, et lorsque vous les interrogez, vous avez, je dirais, un fatras de belles idées, mais qui ne traduit absolument pas la pertinence de ce qu'ils font. Alors, par rapport à ceci, je pense que, je partage tout à fait ce que disait Jean-Dominique Giuliani, je pense que le grand gagnant de ceci, et c'était normal, et c'était prévisible, c'est l'euro des routes. Parce que, j'attire votre attention, 57% d'abstention en Europe, ça représente 214 millions de personnes qui s'en sont foutues. Et j'attire votre attention sur le fait, on aime l'Europe,
mais on n'en a rien à faire du Parlement européen dans la mesure où on ne voit pas ce qu'il fait. On conteste plus le fait que l'Europe existe, mais il y a une indifférence. C'est une indifférence par rapport à cette institution dans la mesure où on ne sait pas ce qu'elle fait et ce n'est pas traduisible dans les faits au quotidien pour les populations. Donc ceci est important et on a vu cette accentuation et la France, qui paraît-il a les meilleures politiques qui soient, on est performant puisque c'est pas 57%, on a atteint environ 60% d'abstention. Et là, je dirais qu'on est dans le Guinness des records. On a vu que si les conservateurs l'ont globalement emporté en Europe, ont conforté leur position qui était déjà dominante au sein du Parlement, il y a aussi une poussée des extrémistes, notamment dans les petits pays. Il y a l'Autriche, qui est un pays tout de même européen de longue date, la Grande-Bretagne, qui va envoyer pour la première fois un député europhobe au Parlement, même si les Anglais sont majoritairement europhobes, mais un député extrémiste du moins. Et puis d'autres pays, la Hongrie, d'autres petits pays, la Roumanie, la Slovaquie. Ça vous inquiète, Jean-Dominique Giuliani ? Oui, pendant la campagne, on a vu, en tout cas, au moins des arguments assez inacceptables contre les minorités, les Roms. J'ai oublié les Pays-Bas. Les Roumains. Regardez les Pays-Bas, les immigrés, tout simplement. Et ça se traduit ici ou là par des succès des extrémistes. Ceci dit, en France, c'est l'inverse. Les extrêmes de droite sont passés à l'extrême gauche, en réalité. Donc, non, je crois que ces thématiques sont dangereuses pour l'Europe et que là, les institutions européennes ont une responsabilité éminente. Vous savez, avant de faire entrer les pays d'Europe centrale et orientale au sein de l'Union européenne, on a exigé qu'elle fasse un sort acceptable et juridiquement prévu pour les minorités, pour arrêter avec ce cauchemar de l'Europe depuis des siècles de persécuter ces minorités. Donc, je crois néanmoins qu'on ne peut pas dire qu'il y a une percée de l'extrême droite au niveau européen. Quand vous disiez les conservateurs, il va falloir que vous fassiez attention, parce que c'est le nom du nouveau groupe eurosceptique que veulent créer les Tories avec le PiS des frères Kaczynski en Pologne et le parti de M. Klaus. Alors ça, c'est des conservateurs. C'est la vraie droite. En revanche, le PPE, le Parti populaire européen, c'est la droite et le centre-droit, qui rassemble à la fois Berlusconi, mais à la fois des partis centristes ailleurs. Donc c'est ce parti de centre-droit qui va être dominant et qui reste à peu près équivalent malgré le départ des Britanniques et des Eurosceptiques. Une question importante, et je vous demanderai d'être concis pour qu'on puisse aussi aller plus loin, sur la composition du Parlement. Est-ce qu'elle va considérablement changer ? A priori, pas vraiment, c'est ce qu'on avait semblé dire. Et est-ce que ça peut changer quelque chose pour Barroso, qui est contesté par la gauche aujourd'hui ? Est-ce que, avec Cohn-Bendit qui a fait une énorme percée, est-ce que ça peut modifier un peu l'équilibre en défaveur de Barroso au final ? Je crois qu'il faudra voir. On est pour l'instant dans des périodes, de tractation politique. Il est, à mon avis, assez tôt pour dire ceci. Et puis, vous savez, ce qu'on représente au niveau national, lorsqu'on le transpose après ça au niveau européen, on est dans une culture d'une autre nature. C'est la culture du Parlement européen est celle d'un compromis beaucoup plus savamment dosé que l'on peut voir au niveau national. Rappelons comment il est désigné, le président de la Commission. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui se mettent d'accord sur un nom, qui doit être ratifié par oui ou par non par le Parlement européen, et ensuite il compose son équipe, qui doit à son tour être ratifiée par oui ou par non par le Parlement européen. Incontestablement, pèse un peu sur la commission sortante et sur son président des critiques justifiées d'absence de réaction pendant la crise, d'une visibilité insuffisante. Longtemps, Barroso a dit la crise vient d'Amérique, c'est pas notre faute. Oui, il n'a pas été vraiment à la hauteur. Et puis, il faut bien reconnaître aussi qu'il y a un esprit très intergouvernemental qui refait surface en Europe, où finalement l'essentiel des budgets et des moyens se situe dans les États et pas au niveau européen. C'est là qu'on fait les plans de relance, etc. Donc, il va quand même y avoir un débat parce que les eurosceptiques sont très anti-Barroso, la gauche lui reproche beaucoup de choses, les écologistes aussi, et à droite, comment dirais-je, on n'estime pas que ça a été le meilleur président de la Commission depuis la création de l'Union européenne. Donc il y a un véritable enjeu. Conclusion, Loïc Tribol-Aspire, sur la présidence de l'Union européenne qui va échoir à la Suède. La Suède où 65% des électeurs ont tout de même boudé les urnes ce week-end. C'est pas inquiétant, ça ? Vous savez, oui et non. L'Europe, de toute façon, comme je vous le soulignais dans
dans son écheveau parlementaire européen se fait par des compromis. L'Europe, de toute façon, personne ne la conteste. C'est sa dimension, je dirais... comment ? Plus personne ne la conteste. C'est plutôt l'institution Parlement européen. Par rapport à ceci, eh bien, écoutez, c'est à nous de labourer et c'est rappeler aux politiques et à la société civile de se mobiliser. C'est qu'on a loupé l'Europe parce que tout simplement, on n'a pas su la vendre, on n'a pas su tout simplement montrer ce que ça pouvait apporter de manière concrète. Nos politiques ont eu un discours de professionnel à professionnel. Ils s'adressaient tout simplement à des euroconvaincus, pas à l'ensemble des populations. Loïc Triboulas-Pierre, délégué général du CEPR, Centre d'études et de prospectives stratégiques, et Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Merci tous les deux d'avoir été ce matin les invités de Radio Classique pour parler de ces européennes. Une pause avant de retrouver Ève Ruggieri sur Radio Classique. À tout de suite.